Alors, une fois qu'on a compris la formulation de cette demande individuelle, puisque là, on a finalement une courbe de demande individuelle en fonction du niveau du prix. Si le bien X vaut ça, mon consommateur en particulier va consommer telle quantité. Si mon bien X vaut plus cher, mon consommateur consommera telle autre quantité qui sera plus faible que la première. Donc, j'ai bien exprimé une courbe de demande du consommateur en fonction du prix du bien. Alors, comment on va arriver à passer d'une courbe de demande individuelle à une courbe de demande collective? Eh bien, de la manière la plus simple possible, on va additionner, si vous voulez, point par point, les positions de tous les consommateurs. Alors, regardons les quantités demandées en fonction du prix. Alors, si on a un bien X donc, qui varie entre 1 et 5 euros, c'est une très très grosse variation, eh bien on s'aperçoit que, à l'inverse, que les quantités demandées varient à l'inverse. C'est-à-dire que quand le prix est élevé, les quantités demandées sont faibles. 5 euros, c'est le prix le plus élevé. La quantité, c'est 8. C'est la quantité la moins élevée. Et au contraire, quand le prix est faible, dans notre exemple 1 euro, c'est là où la quantité demandée est la plus élevée. 42 unités. D'accord ? Donc ça illustre bien la décroissance de la demande en fonction du prix. La représentation est très simple. Hein, donc là, normalement, on parle de courbe d'offre et de courbe de demande. On va dire qu'un segment de droite est un cas particulier de courbe, hein, et que pour simplifier, aujourd'hui, on représente les courbes d'offre et de demande par des droites. Donc, j'ai simplement la représentation graphique du tableau que je vous ai fourni précédemment. On voit bien la décroissance de la demande en fonction du prix. Donc cette courbe illustre bien ce concept de décroissance. Donc, on a montré comment le consommateur, en fonction du prix, allait augmenter ou diminuer sa consommation. Ce qui est vrai pour un consommateur est vrai pour l'ensemble des consommateurs. Comment va-t-on passer d'un consommateur à l'ensemble des consommateurs? C'est simple, on va faire une addition, on va sommer les courbes de demande individuelles. Donc techniquement, ça ne pose aucun problème. Pour chaque niveau de prix, on va additionner les quantités demandées par chacun des consommateurs et donc on sera en position de retracer une courbe de demande globale. Alors, reprenons un exemple. Vous avez donc un produit dont le prix varie entre 1 et 4 euros et vous avez deux consommateurs, consommateur A et le consommateur B, qui veulent des quantités différentes pour chacun de ces niveaux de prix. Mon consommateur A, il veut 4 unités quand le prix est à 1 euro, et comme il est rationnel, il en veut moins quand le prix est plus élevé. Donc à 2 euros, il en veut moins qu'à 1 euro, il n'en veut plus que 3 unités. À 3 euros, il en veut moins que quand ça vaut 2 euros, il ne vaut plus que 2 unités. Et puis, quand c'est au prix maximum de 4 euros, il ne veut plus qu'une unité. Donc, la demande de ce consommateur est purement rationnelle, puisque, finalement, plus c'est cher, moins il en veut. Et ça souffre d'aucune exception. On peut dire la même chose pour mon consommateur B, puisque lui, il passe, qui est plus gourmand, qui est probablement à un budget plus élevé que mon consommateur A, qui lui passe de 8 produits demandés au prix de 1 euro à 2 produits demandés au prix de 4 euros. Pareil, même principe, décroissance de la demande en fonction du prix. Au total, il suffit d'additionner les quantités de A et de B. Hein, donc à 1 euro, le marché, du coup c'est un marché qui est juste constitué de 2 consommateurs. Sur mon marché, je vais avoir une quantité de 12, 4 plus 8, qui va être demandée au prix d'1 euro. 9 pour 2 euros, 6 pour 3 euros, et pour 4 euros, au prix le plus élevé, il n'y aura que 3 produits demandés. Hein, donc ça respecte aussi le même équilibre, c'est normal. On constate aussi que la demande globale est une fonction décroissante du prix. Ce qui est vrai pour chacune des demandes particulières, l'est vrai évidemment au niveau global. Donc le tracé de la courbe de demande globale, c'est très simple. Hein. Il suffit d'additionner point par point les deux courbes. Hein. Donc j'additionne chaque point de la droite bleue
avec le segment orange, et ça me donne ma courbe de demande globale, de demande totale, qui est la courbe rouge. C'est aussi simple que cela. Et là aussi, j'ai l'illustration de la décroissance de la demande en fonction du prix. Alors, synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce chapitre? Eh bien, l'équilibre du consommateur va consister en permanence à maximiser l'utilité de son revenu, c'est-à-dire à en tirer la plus grande satisfaction, à consommer le plus grand nombre de biens qui lui sont le plus utiles. Voilà comment on peut exprimer l'équilibre du consommateur. On s'est aperçu que l'utilité variait en fonction du prix et du revenu. Donc l'utilité provoquée par la consommation d'un bien dépend d'une part de la richesse du consommateur et d'autre part du prix relatif de ce bien. La variation du prix d'un bien va entraîner deux effets sur la consommation des biens. Il va entraîner un effet prix et un effet revenu. L'effet prix consiste à dire que quand le prix d'un bien diminue, sa consommation augmente. L'effet revenu consiste à dire que quand le prix d'un bien diminue, c'est comme si le consommateur avait un revenu plus élevé, et donc le consommateur va utiliser ce revenu plus élevé pour consommer d'autres biens. Donc, la baisse du prix d'un bien influe sur la consommation de ce bien, mais aussi sur la consommation d'autres biens. Ça, c'est un enseignement extrêmement important. La demande individuelle, on l'a démontré, est une fonction décroissante du prix. Encore une fois, c'est vrai pour la quasi-totalité des biens, mais pas vrai pour certains biens. La demande globale est la simple addition, la simple agrégation des demandes individuelles. Donc, dans la théorie néoclassique, on passe de la demande individuelle d'un bien en fonction du prix à la demande globale en additionnant le comportement de tous les consommateurs, c'est-à-dire, pour chaque niveau de prix, les niveaux de demande de chacun d'entre eux. Voilà, et bien, vous savez l'essentiel sur le comportement du consommateur. Donc, il nous restera ensemble à traiter le comportement du producteur, et puis enfin, de voir comment l'équilibre peut se dessiner sur un marché. Je vous remercie.